Wadi, bonjour, je suis Dominique Roland, le président de l'association des alumni de Grenoble INP. On a vu que tu étais diplômé de, je crois, si je ne me trompe pas, NCCube en 2019. Exactement. Et la première question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que finalement tu as retiré de tes années d'études à Grenoble INP? Alors, en fait, c'est une bonne question. Bon, je C'est pour pourrais ça que je l'ai répondre posée d'ailleurs. ouais, en fait, ça va dépendre des différentes étapes, on va dire, de construction de mon entreprise. Mais déjà, bien avant ça, ce que j'ai retiré, c'est que de manière générale, je pense, pour aujourd'hui ou pour demain, que ce soit pour ma startup actuelle ou pour plus tard, en fait, ça m'a donné, en tout cas à NCQ, une ouverture d'esprit assez importante vis-à-vis du monde de l'énergie, mais aussi d'autres sujets. En fait, j'ai eu la chance à Grenoble INP et à NCQ d'être dans un environnement où comment dire, on encourageait les gens à prendre des initiatives, à monter des assos, à s'impliquer dans la vie de l'école, à pouvoir monter des initiatives et les proposer à la direction, à l'école, etc. Et souvent, en fait, les faire accepter, enfin faire en sorte qu'elles soient acceptées. Donc, en fait, cette liberté d'initiative et cette possibilité de pouvoir un petit peu bouger les lignes, changer les choses et remettre en question, on va dire, les choses qu'on voit au jour le jour à l'école, autour de l'école, a été hyper bénéfique. Et moi, en fait, j'en ai bénéficié directement parce que j'étais hyper impliqué dans le monde associatif de l'école. Je suis passé par le BDE, le Grand Cercle, etc. Premièrement, il y a cet aspect-là. D'un point de vue académique, j'en ai tiré aussi pas mal de choses. J'ai pu avoir quelques difficultés à l'école puisque j'étais redoublant. Mais en fait, ça a été une étape qui a été assez structurante puisque ça m'a permis de me remettre en question sur mon avenir professionnel, sur les sujets que je voulais étudier. Et donc, c'est là où en fait, je me suis dit, bah, en fait, les réseaux électriques, les énergies renouvelables, ça m'intéresse. J'ai envie de faire telle filière ou telle filière. Et derrière, bah, j'en ressors avec une expertise quand même assez bonne sur l'ingénierie électrique qui, je pensais initialement, n'allait pas être le sujet de mes futurs jobs. En fait, je faisais tout pour ne pas avoir un métier technico-technique. Et je me retrouve en fait au final dans ma startup très lié à ces sujets-là. Donc finalement, très satisfait. D'accord, d'accord. Et donc, comment finalement, plus précisément, t'es venu l'envie de créer ta propre entreprise? Tout à fait, ouais. En fait, ça a démarré dans ce qu'on appelait à l'époque, je ne sais pas comment le nom a changé, ce qu'on appelait les projets CK. Création d'entreprise, création d'activité, qui sont devenus les projets entrepreneurs ou les projets startup. Donc, où, en fait, on était coaché par Christian Guicher, qui s'occupait aussi du Pépite Osé, et dans lequel, en fait, disons que ce cours-là, ou cet enseignement, il avait pour objectif de nous donner une boîte à outils qui nous permet de pouvoir monter un projet entrepreneurial, faire des études de marché, monter un business plan, structurer une équipe, etc., etc. Et en fait, je savais que j'allais me lancer pendant 4 mois dans ce projet-là. Pas dans mon projet actuel, mais en tout cas, je veux dire dans le projet CK. Et je me suis dit, bah, quitte à passer 4 mois sur ce projet-là, autant bosser sur un vrai projet qui puisse être concrétisé par la suite. Donc, je me souviens très bien, je suis arrivé à la première séance en ayant demandé à changer de créneau parce que, bref, il y avait plein d'élèves qui disaient que je préférais le créneau de jeudi après-midi plutôt que celui de vendredi matin. Il s'avère que mon futur cofondateur Philippe, qui était un Erasmus en plus suédois, qui passait juste 1 an à l'école, avait aussi demandé à changer de créneau et était possible sur ce créneau-là. Donc j'arrive et je me retrouve assis à côté de lui. Et en fait, tous les deux, on avait un petit peu cette réflexion. Essayons de réfléchir à un vrai sujet et de travailler 4 mois sur un vrai sujet. Et de fil en aiguille, alors il y avait des étudiants qui ont trouvé un projet dès la première séance. Nous, il nous a fallu 2 ou 3 séances. Mais on s'est dit, bah, là, on tient quelque chose. Et on a bossé dessus pendant 4 mois. Alors, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'à l'issue des 4 mois, donc à l'issue du pitch devant le jury de profs et d'experts, lui était convaincu qu'il voulait se lancer dessus et moi pas forcément, dans le sens où bah, j'avais déjà signé mon double diplôme, qui était en alternance et j'avais déjà signé mon alternance. Donc, on va dire que mon futur proche était déjà signé et dessiné. En fait, il a réussi à me convaincre. La veille de nos partiels de deuxième année, donc fin mai, je lui dis OK, je lâche mon stage de 2A et je me lance avec toi. Donc là, à nouveau, l'école a encore été, encore une fois, très sympa avec moi et m'a autorisé en fait à remplacer mon stage 2A par ce projet entrepreneurial au vu du sérieux dont on a pu faire preuve pendant le projet CK. Et c'est comme ça que Phoenix Mobility a démarré. D'accord, d'accord.
Donc, ça a démarré pendant ta deuxième année d'études, quoi, en gros, hein. À la fin de ma deuxième Ouais, année, exactement. ouais, c'est Et ça. en parallèle, du coup, de mon double diplôme par la suite, dans ce qui aurait pu être ma Oui, 3A. d'accord, d'accord. Et donc, qu'est-ce qui a été un peu porteur dans le développement de ton activité? Oui. Alors, en fait, déjà, initialement, à la genèse de notre projet, il y a une réflexion écologique. En fait, le constat de départ duquel on est parti, c'est qu'aujourd'hui, sur Terre, on a plus d'1 milliard de véhicules thermiques sur nos routes et qui représentent un tiers des émissions de CO2. Mhm. Et en fait, on s'est vraiment posé la question, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce milliard de véhicules pour opérer la transition? Est-ce qu'on va les mettre à la casse et produire un nouveau milliard de véhicules électriques à la place? Ou alors, est-ce qu'on va être un peu plus malin et chercher à les valoriser? Et en fait, on a opté pour la deuxième solution. Donc, mon cofondateur Philippe avait un petit peu de background par rapport à ça. Il avait déjà rencontré des gens qui avaient fait ça et eu quelques expériences pro liées à ce secteur. Et du coup, s'en est suivi une étude de faisabilité théorique, puis technique, puis du prototypage. Et de fil en aiguille, on en est arrivé à construire un premier proto, puis un second, puis avoir des premiers contrats, etc. etc. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu démarrer notre activité avec du coup une motivation environnementale au début et derrière en fait comment dire on a mis aussi le doigt sur un potentiel d'impact d'un côté qui est important mais de développement économique qui est aussi super important parce qu'on a détecté une opportunité économique qui est liée au contexte dans lequel on est qui est un contexte où on va devoir opérer une transition très rapidement du parc auto en France. Les grandes entreprises et les grandes collectivités ont des objectifs inscrits dans la loi de verdissement de leur flotte. Et en fait, c'est des objectifs qui arrivent, des échéances qui arrivent dans pas très longtemps. Et donc, en fait, c'est une opportunité énorme à saisir. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu avancer dans cette aventure. D'accord. Allez-y, Marie-Sophie, si vous avez une autre question. Tes défis principaux pour demain? Les défis principaux, alors peut-être juste les défis qui ont été les milestones réalisés depuis 1 an et demi, ils ont été multiples. En fait, pour rappel, lorsqu'on a démarré notre activité en juin 2018, en France, la réglementation empêchait le rétrofit. C'est-à-dire qu'on pouvait techniquement convertir un véhicule, mais on ne pouvait pas le mettre sur la route. Il n'était pas homologable. On ne recevait même pas le dossier. En plus de ça, il fallait demander l'accord du constructeur. Enfin, c'était impossible. Et donc, malgré ça, et je me rappelle très bien que quand on a pitché devant le jury CK, c'était divisé en deux parties, les gens qui trouvaient ça génial et les gens qui nous disaient ça marchera jamais, vous n'arriverez jamais à faire évoluer la réglementation. Et je me rappelle très bien, et c'est vraiment à ce moment-là que moi je me suis dit, ok, mon cofondateur Philippe, il est vraiment très très motivé parce que je l'ai vu limite s'énerver contre les membres du jury qui étaient têtus et qui disaient non mais jamais vous y arriverez. Mais en fait, j'ai vu sa motivation et je me suis dit bah en fait il suffit d'être comment dire très résilient et de forcer et de multiplier les rencontres avec les pouvoirs publics pour essayer d'entamer un petit peu ces évolutions réglementaires. Et en fait, de fil en aiguille, mois après mois, on a rencontré des parlementaires, des sénateurs, des cabinets ministériels jusqu'à arriver fin 2019 à l'évolution de la réglementation qui a du coup été actée officiellement et parue au journal officiel en avril 2020. Donc, grosse victoire sur le terrain réglementaire. Aujourd'hui, la France, ça passe du pays le plus défavorable au rétrofit à l'Eldorado du rétrofit. Aujourd'hui, on a un cadre réglementaire et technique qui officialise le rétrofit, qui définit les obligations et les droits des différents acteurs, etc. Et en fait, qui prépare le terrain à l'industrialisation de cette solution. Donc, en fait, demain, le gros défi, ça va être justement d'entamer cette industrialisation. Et ça va se baser justement sur toutes les étapes qu'on a franchies jusque-là, qui ont été de développer des premiers prototypes, d'aller chercher des premiers clients qui sont nos early adopters. Certains, on les a signés même avant que la réglementation évolue. Et donc aujourd'hui, disons qu'on a globalement une équipe d'une dizaine de personnes, cofondateurs et salariés confondus, qui est assez solide et qui va permettre justement de passer à la prochaine étape. Des solutions techniques qui commencent à devenir assez bien pour pouvoir être homologuées et commercialisées à partir de fin 2020. Et surtout, en fait, une traction de manière générale, que ce soit commerciale ou en termes de communication, de retour communication, qui devient de plus en plus intéressante. Pour vous donner un petit peu un chiffre, depuis le mois de juin 2019, donc il y a 1 an, en fait, en juin 2019, on ne pouvait pas encore commercialiser, mais on s'est dit, faisons comme si on pouvait commercialiser pour voir si les gens viennent nous voir. Et donc, on a dit sur notre site, on peut tout convertir. Donc, venez juste demander un devis, on vous enverra un devis. Et l'objectif, c'était de mesurer un petit peu la traction, avoir 50, 100 demandes et nous dire, très bien, les gens sont intéressés, continuons. Ça dépassait nos attentes puisque de juin 2019 à aujourd'hui, on a reçu 12 000 demandes de devis, ce qui est juste incroyable. Et ça, au-delà du fait de valider l'attraction, surtout en fait constituer une base de prospects qu'on est déjà en train
de contacter aujourd'hui pour le développement commercial. D'accord, très bien. Donc, ça veut dire que tu as eu effectivement de nombreux défis à relever. Et je serais tenté de te demander, moi, finalement, pour relever ces défis, pour entreprendre, quelles sont les qualités essentielles que tu souhaiterais trouver? Par exemple, j'ai un étudiant qui se lancerait dans une Ouais, aventure du même style. Quelles ouais, sont tout les à fait. Alors, qualités qui permettent d'y arriver, quoi? tout à fait. Alors, je vais parler de deux aspects. Les qualités essentielles pour un entrepreneur qui veut démarrer et qui veut lancer une activité, et derrière pour un entrepreneur ou un salarié qui veut rejoindre une startup, par exemple. Côté entrepreneur, pour pouvoir démarrer un projet, surtout quand on a un projet ambitieux, on sait qu'on va faire face à plein de points bloquants, qu'on va devoir lever plein de risques, et en fait, qu'on va arriver à chaque fois devant plein de portes fermées, plein de barrières, et qu'il va falloir parfois chercher non pas à ouvrir la porte parce qu'elle est fermée, mais passer par la fenêtre, essayer de contourner un petit peu le sujet. Donc, il faut un petit peu de la résilience et surtout être malin et essayer toujours d'avoir ce côté innovant, que ce soit techniquement parlant, mais aussi en fait dans la manière de gérer son entreprise, dans la manière d'appréhender ses clients, son marché, etc. Donc, beaucoup de résilience, beaucoup de motivation. Il faut donner beaucoup d'intensité. Je pense que l'intensité, c'est pas travailler 3 fois plus que tout le monde. C'est juste à temps égal délivrer 2 ou 3 fois plus d'intensité et d'énergie. Et ça, c'est hyper important parce que derrière, ça se retranscrit chez ses salariés, ça se retranscrit chez ses cofondateurs. Et derrière, c'est ce qui construit un petit peu le socle de l'entreprise. Derrière, côté salarié, maintenant, je commence à avoir un peu de recul par rapport au sujet parce qu'on a recruté plusieurs salariés qui souvent étaient expérimentés, pas toujours jeunes diplômés. Donc, on fait pas mal d'entretiens. Ce qu'on va rechercher, alors, déjà, il y a une étape préalable à tout ça. C'est l'étape de candidature. Donc, nous, aujourd'hui, on va recevoir entre 5 et 10 CV quotidiennement parce qu'en fait, on a des offres qui sont sur notre site et qui sont toujours ouvertes, même quand les profils sont pourvus, tout simplement pour toujours avoir un flux de candidatures entrantes et être capable de détecter des profils. En fait, les personnes qu'on a recrutées, c'est vraiment des personnes sur profil. Parfois, l'offre n'était même pas existante. Et donc, en fait, quand on a un gros flux de candidatures, on passe pas beaucoup de temps à les regarder. Donc souvent, en fait, on ouvre le mail, le corps du mail va être important, on va le lire très rapidement et ça va nous donner envie de regarder le CV. C'est la première étape. Donc on va ouvrir le CV et le CV, je peux vous dire, on va le screener en 30 secondes. Et en 30 secondes, on a envie de trouver les infos intéressantes et les infos importantes. Donc savoir d'où vient la personne, quelle est son école, quelle est sa formation, quelle est sa dernière expérience professionnelle, combien ça a duré, si c'était des stages ou autre chose. Et derrière, en fait, les compétences techniques qu'elle peut avoir. Donc, les CV qui sont hyper denses, où c'est pas clair, où on voit pas une bonne timeline, où on sait pas quand est-ce que la personne a été diplômée, où il y a du flou, en fait, on n'y passe pas beaucoup de temps. Et à partir du moment où on a screené en 30 secondes et qu'on a de l'intérêt, là, on va regarder la lettre de motivation. Et la lettre de motivation, en fait, va nous donner envie de creuser ou pas creuser sur la candidature. Bon, une fois que cette personne, on la reçoit en entretien, nous, on a un processus d'entretien qui va consister en 2 ou 3 entretiens, toujours, que ce soit pour un stage ouvrier ou pour un CDI. Et ça va consister par un premier entretien de 30 minutes, ce qu'on appelle les screening calls. Donc, en fait, on va appeler les personnes pour voir si on se trompe ou si on ne se trompe pas. Et si la personne ne se trompe pas non plus, parce que parfois, on candidate à la chaîne à plein de candidatures. Donc, à partir de là, on va dire que le candidat est qualifié et on va passer au deuxième entretien qui est un entretien technique. Alors là, ça va dépendre du poste, mais ça peut être un entretien technique, voire 2 ou voire 3. Où là, on va le challenger sur alors premièrement sur ses expériences, sur ce qu'il a acquis, etc., sur ce qu'il peut apporter. Et ensuite, quand le poste est, on va dire, pointu, on va co-construire avec la personne parfois la fiche de poste, ce qu'on appelle nous scorecard, et ça va servir de fiche de poste et fiche d'évaluation. Et donc, à la fin, si c'est validé par nous et par lui, on passe à la dernière étape qui est le culture fit, qui vient beaucoup du monde de la startup et qui consiste à voir si donc la personne qui vient de rencontrer des personnes très opérationnelles, etc., va aussi, en termes de culture d'entreprise, aimer travailler avec le reste de l'entreprise. Donc souvent, on l'a fait parler avec un autre cofondateur ou avec d'autres salariés de l'équipe. Parfois, on essaye de la faire rencontrer, de la faire venir dans nos locaux, etc. Et c'est pour voir si c'est en termes de personnalité, de mindset et de culture d'entreprise, ça va coller. Et souvent, en fait, on se rend compte, et c'est pas méchant de dire que la personne ne va pas coller, parce que parfois, en fait, on se rend compte que même le candidat se retrouve dans une entreprise dans laquelle il n'a pas forcément envie de continuer. Et en fait, c'est une perte de temps pour tout le monde. Donc, on essaie d'éviter ça et de mettre les chances des deux côtés, candidat et entreprise, de notre côté pour pouvoir avancer rapidement et être efficace. Et donc, les qualités qu'on va rechercher chez salarié maintenant, pour en revenir à la question, c'est une spécialisation, vraiment. Et je le dis alors que moi, j'ai un profil très généraliste à la base.
Effectivement, j'ai fait I2E, mais on va dire que j'étais plus soft skills que hard skills à l'école. Et pourtant, en fait, aujourd'hui, on va chercher des personnes qui connaissent en fait leur sujet. Ça ne veut pas dire qu'ils sont les meilleurs, mais qui connaissent bien en fait l'environnement, qui savent identifier les sujets, identifier les risques et pouvoir en fait faire avancer l'entreprise. On est dans une phase où notre enjeu, c'est de faire grandir l'entreprise, grandir les compétences et nous permettre en fait d'élargir le champ qu'on a. Donc, on a besoin de gens qui viennent pour faire élargir le champ de vision qu'on a et qui vont pas avoir une étroitesse en fait dans leur manière de travailler. Donc, en fait, qui sont capables de voir des sujets précis et qu'on ne voit pas nous forcément, et de nous dire, bah, ces sujets-là, vous n'êtes pas assez bon dessus, il faut qu'on creuse. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'on augmente et qu'on fait grandir l'entreprise. Donc, il y a ce sujet-là. Les expériences pro sont très importantes, les stages sont très importants. Après, bien entendu, il y a une partie soft skills qui est importante. Moi, en tout cas, ce que je recherche, ça dépend des cofondateurs, enfin de mes cofondateurs, mais moi, ce que je vais rechercher, et c'est peut-être dû aussi au fait que j'ai bossé dans le conseil pendant un an quand j'étais en alternance, pendant un an et demi, je vais chercher des personnes structurées en termes de analyse synthèse. Donc, en fait, qui savent récupérer une information, l'analyser et en faire ressortir les points importants, les classer, ne pas perdre l'information et la transmettre de manière fiable. Et ça, en fait, on se rend compte que dans les entreprises, c'est ce qui pêche énormément. C'est-à-dire qu'en fait, l'information, au bout de 2-3 échanges, va être détériorée ou pas de bonne qualité, ou en tout cas prendre beaucoup de temps à arriver. Donc, en fait, quand on veut aller vite et de manière efficace, ben, on va chercher des personnes structurées où on n'aura pas besoin de reprendre les choses à longueur de journée, etc. Et c'est des choses qui s'apprennent. On ne va pas chercher des gens qui sont parfaits, mais des gens qui ont la capacité de pouvoir progresser rapidement. Donc voilà, un petit peu sur ce qu'on va rechercher côté recrutement. D'accord. Marie-Sophie, je pense que vous pouvez se poser la dernière question. Oui, du coup, quel conseil tu pourrais donner à des étudiants qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat? Tout à fait. En fait, je vais recommander, quand on est à l'école, d'avoir des premières expériences associatives ou entrepreneuriales. En fait, l'entrepreneuriat, en réalité, ça s'apprend par l'expérience. Il n'y a aucun cours qui va nous apprendre à devenir de bons entrepreneurs. Les cours nous permettent d'avoir des boîtes à outils, d'avoir des repères, d'identifier des sujets. Mais derrière, en fait, c'est l'expérience qui permet de progresser. Donc, expérience, ça veut dire faire, refaire, faire des erreurs, apprendre de ces erreurs, prendre du recul et recommencer. Donc, en fait, les assos qu'on a à Grenoble INP et notamment celles qu'on avait nous à NCCube sont géniales pour ça, que ce soit le bureau des élèves, le bureau des sports, le bureau des arts ou les autres assos qui pouvaient exister à l'école, sont toutes hyper intéressantes parce qu'elles permettent aux personnes de pouvoir appréhender leurs premières expériences de prise d'initiative, de structuration de projet, de budgétisation, de brainstorming, etc. Et c'est énormément de sujets et énormément de savoir-faire dont on va avoir besoin quand on veut monter une aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, par exemple, quand j'anime des réunions ou quand j'essaie de prendre des initiatives ou de motiver mes équipes dans la startup, bah, je me réfère à beaucoup de choses que j'ai croisées quand j'étais président du BDE. Et ça a énormément aidé, surtout d'un point de vue humain. J'ai eu à gérer des conflits entre personnes, à gérer des conflits entre moi et les personnes avec qui j'étais dans le BDE. Et donc, c'est des choses aujourd'hui sur lesquelles j'ai pris un peu de recul. Grâce au BDE et aux expériences que j'ai pu avoir. Derrière, alors j'ai eu d'autres expériences, que ce soit à l'école ou ailleurs, qui m'ont aussi un petit peu forgé ma personnalité et qui me permettent aujourd'hui de pouvoir pas être forcément bon ou très bon, mais juste de pouvoir être passé par des étapes qui sont structurantes pour aujourd'hui. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Écoute, Wally, merci beaucoup de toutes ces informations.